Est-ce que tu as des conseils et astuces pour gagner en efficacité sur la détermination d'objectifs? Comment tu fais toi? Euh, alors, gagner en efficacité. Alors, c'est une grande question. Je pense pas que j'en ferai le tour ce soir. Mais détermination d'objectif, c'est un des termes, notamment employé dans le courant PNL, pour désigner l'entretien qui précède. Je le précise parce que tout le monde n'est pas du même courant, hein, qui pour désigner une des techniques d'entretien qui précède l'induction de l'hypnose au début, pour déterminer quelle est la demande. On emploie depuis quelques années de plus en plus un terme médical qui est celui, ou psychologique qui est celui de l'anamnèse. On peut parler, enfin il y a des tas de mots euh, qui désignent cet entretien. Et il y a des tas de techniques différentes. Euh, je dirais que, alors moi, je vais partager ma pratique. Dans ma pratique à moi, quand j'ai débuté, donc j'avais appris la détermination d'objectifs de façon telle qu'elle est enseignée dans le courant d'hypnose issu de la PNL, qu'on appelait courant d'hypnose ericksonienne. Et donc j'avais appris détermination en 6 points, en 9 points, des choses comme ça, le score, enfin toutes ces choses-là. Et je les utilisais beaucoup et j'aimais beaucoup ça. Et je trouve que c'est vraiment, c'était très structurant pour moi. Et ça structurait bien mes entretiens. Ensuite, je m'en suis défait, et je m'en suis défait d'une manière qui n'était pas forcément si satisfaisante que ça, parce que obsédé par l'idée d'improviser et d'être à l'écoute de la personne, j'ai enlevé du cadre, et du coup, je me suis fait beaucoup bouffer par des gens. Enfin, bouffer, c'est pas bien méchant, mais disons qu'ils ont piraté la séance en partant des grands monologues qui parfois sont utiles, parfois ils ont besoin de déverser des choses et d'aller jusqu'au bout, et parfois c'est une forme de résistance. On repousse le moment de rentrer en hypnose, d'aller vers le changement, parce qu'on flippe, quoi. Donc on va débiter des patterns verbaux comme ça on se fait et nous en face on se fait balader, on se fait littéralement hypnotiser, on sait pas comment interrompre. Donc, ce qui peut rendre plus efficace, si c'est ça la question, si c'est comment pas se faire mener par le bout du nez et pas se faire bouffer dans un entretien, ce qui peut être bien, c'est d'avoir pourquoi pas un questionnaire. C'est totalement légitime d'avoir un questionnaire, et pourquoi pas un questionnaire différent en fonction des demandes. Quelqu'un vient pour du tabac, ben, j'ai besoin de savoir quoi. Alors, c'est à vous de le définir en fonction des outils que vous avez. Par exemple, si j'ai un outil que je ne pratique pas de la même manière pour une personne qui fume 10 cigarettes et qui fume 30 cigarettes. Et ben dans mon questionnaire, il y aura une question qui est combien de cigarettes fumez-vous? Si j'ai un outil qui doit s'adapter aux échecs passés et peut-être s'appuyer sur les frustrations créées par les échecs passés, ben je vais lui demander est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter de fumer? Si oui, combien de fois et de quelle manière? Ensuite, je vais peut-être même rajouter des questions qui ne sont pas directement utiles, mais pour faire genre, pour vraiment voilà, avoir quelque chose qui a un peu de contenu, pour donner l'impression que c'est extrêmement personnalisé. Donc parfois, il peut y avoir des questions qui font plutôt diversion, et puis des questions qui me permettent réellement d'avoir les infos dont moi j'ai besoin. Et aussi, pourquoi pas, des infos du genre, est-ce que vous avez fait tous les examens, est-ce que vous avez des problèmes cardiaques, enfin, qui permettent aussi d'évacuer des choses d'être sûr que vous n'avez pas quelqu'un en face qui aurait une contre-indication. Donc vous pouvez avoir un questionnaire qui est adapté à chaque demande, ou alors un questionnaire de type ouais, comme ceux qui sont enseignés en PNL, etc. Et je trouve que ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va vous permettre de cadrer un entretien. Il a un timing, c'est quand même vous le chef, c'est pas de la psychanalyse par association libre. La personne elle se pose et elle vous donne des infos. Donc ça peut être une piste, mais vous pouvez passer à côté de quelque chose avec ça, justement, à côté de l'observation de ces patterns naturels. Mais bon, perso, moi je suis pas Erickson, donc qu'est-ce que j'en fais de tout ça? C'est bien beau d'avoir une personne avec tous ses patterns, et j'observe des micro-réactions, etc. Mais est-ce que j'ai l'intelligence et la finesse, moi, pour faire un truc sur mesure derrière? Ouf, je sais pas, je vais faire un truc assez bateau derrière, donc est-ce que c'est pas du gâchis? Est-ce que vraiment je suis pas plutôt encombré par toutes les informations que la personne m'a données? Je sais plus quoi en faire. Et je me retrouve avec presque trop d'infos, j'en sais trop sur la personne, donc à la limite, ça peut être bien de réduire et d'aller au plus efficace. Cela dit, moi, dans ma pratique, maintenant, ce que je fais, c'est que j'écoute souvent les gens. Je leur demande pourquoi ils viennent, et s'ils me parlent, je les écoute. Au bout d'un moment, j'écoute surtout. Beaucoup de gens vont surtout me donner des listes de
cas, d'exemples dans lesquels ils vont mal. Par exemple, quand je suis face à mon patron, je me réagis comme ci, comme ci, comme ça. Et l'autre jour, avec la boulangère, j'ai réagi comme ci, comme ci, comme ça. Faut dire qu'avec mon compagnon, j'ai réagi comme ci, comme ci, comme ça. Quand je vais chercher mes enfants à l'école, je réagis comme ci, comme ci, comme ça. La personne me fait plusieurs récits qui sont des exemples d'une seule et même chose probablement. Donc, qu'est-ce que j'écoute? J'essaie d'écouter un dénominateur commun. Je me laisse pas hypnotiser par ce qu'elle me raconte. Et surtout, je mets complètement de côté ses explications. Non, mais tout ça, c'est à cause de ma mère. Ça, c'est de l'autodiagnostic. Ça m'intéresse. Ça peut m'intéresser, mais moyennement. Ce qui m'intéresse, c'est à travers ces récits, est-ce qu'il y a un pattern? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient? Est-ce qu'il y a un mécanisme? De quoi elle se plaint réellement? Donc, j'essaie d'écouter ça. Et une fois que je l'ai, si je l'ai, éventuellement, je vais, à un moment donné, prendre la parole et lui dire, voilà. Ce que j'entends derrière ce que vous me dites, mais attention, et ça je le précise bien, je leur dis toujours, vous me dites si je me trompe, il est possible que je sois complètement à côté de la plaque, là je vais faire une interprétation, je vais vous la proposer. Mais vraiment, si vous me dites, ah non, je pense que c'est vraiment complètement à côté de la plaque, il n'y a pas de souci, et on va en parler ensemble. Mais il me semble, en tout cas, que ce que j'ai entendu, c'est qu'il y aurait ci, ça et ça. Et j'aimerais vous demander, éventuellement, si je me dis, peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là ou là, je peux lui dire, et j'aimerais vous demander, à tel niveau, comment ça se passe pour vous? Donc je peux quand même investiguer, mais dans la plupart des cas, si j'ai bien écouté, la personne me dira, ah mais c'est tellement ça, c'est bien dit, c'est bien juste, surtout si j'ai repris ces mots. Si la personne dit, mais en fait le problème c'est qu'à chaque fois, je sais pas gérer mon émotion, à un moment donné vous lui dites, il me semble, vous me dites si je me trompe, et qu'en fait votre problème c'est que vous savez pas gérer l'émotion. La personne, ah mais oui c'est ça. Mais en tout cas vous avez repris la parole, et ça va vous permettre d'enchaîner sur l'induction ensuite, de lui dire, eh bien vous voulez savoir comment apprendre à gérer cette émotion? Oui. Bon, très bien, alors écoutez-moi. Et là vous pouvez partir sur de la suggestion directe. Donc j'ai envie de dire, moi j'écoute souvent. Ça permet encore autre chose. Ça permet qu'une personne, surtout si elle vient pour la première fois, elle vous connaît pas, vous la connaissez pas, et vous allez devoir l'accompagner en hypnose, qui est basée sur une relation extrêmement intime, de confiance. Elle va devoir quitter l'ici et maintenant parce que vous lui parlez, ce qui n'est pas rien en fait. Donc en vous racontant sa vie, en un quart d'heure, 20 minutes, elle vous initie au cercle de ses intimes de manière expresse. Il y a même des choses qu'elle va vous dire que peut-être son conjoint ne sait pas. Peut-être même beaucoup, peut-être même que des choses que son conjoint ne sait pas. Donc vous allez devenir plus une personne lambda. Et au moment où la personne arrive, elle est un peu stressée, etc., commencer l'induction là-dessus, c'est pas toujours gagné. Alors qu'un quart d'heure après, une fois qu'elle a raconté sa vie, qu'elle a peut-être même pleuré, etc., vous vous rendez compte que vous avez quelqu'un qui est quand même... qui est beaucoup plus prête à rentrer dans un état d'hypnose. Donc ça sert aussi à ça. Par contre, c'est vrai que si vous travaillez par monologue, c'est-à-dire que une fois que l'anamnèse, la détermination d'objectifs, l'entretien, quoi qu'on l'appelle, vous avez décrété qu'il était terminé, et vous passez à l'induction et à la phase de travail en hypnose, et qu'à ce moment-là, du coup, vous ne questionnez plus, c'est vous qui donnez tout, eh bien ça vous met une sacrée pression sur l'entretien. Parce que vous dites, il faut que j'ai récolté toutes les infos, il faut que j'ai le vocabulaire de la personne, il faut que j'ai ceci, il faut que j'ai cela, parce qu'ensuite je vais les concocter un truc sur mesure qui sera parfait, et donc il faut que j'ai vraiment, vraiment tout. Un truc qui peut vous rendre vachement efficace dans la détermination d'objectifs, qu'elle dure beaucoup moins longtemps, c'est de vous autoriser à lui poser des questions dans l'hypnose. Parce que du coup, vous n'avez pas toutes les infos, vous avez même très peu d'infos, pas grave. On fait l'hypnose, et si j'ai besoin d'une info au passage, je lui redemanderai. C'est-à-dire qu'une personne en hypnose peut lui dire « Au fait, tout à l'heure, je vous ai demandé ça, vous vous souvenez ?» Bon, en général, je ne vous réponds pas beaucoup. Restez bien dans l'hypnose et dites-moi, quel serait, par exemple, j'ai oublié de lui demander par quel serait le premier signe qui lui montrerait qu'elle a changé? Ah c'est pas con, tiens, je vais lui demander. Au milieu de la séance d'hypnose, je peux lui demander, restez bien en hypnose et dites-moi, une fois que vous aurez changé, quel sera le premier signe, à votre avis, même si vous n'avez pas de boule de cristal, mais on peut imaginer, quel sera le premier signe qui vous fera dire que vous avez changé? Et en plus de lui poser cette question-là en hypnose, ça crée une suggestion post-hypnotique, donc c'est hyper fort. Donc en tout cas, si vous savez qu'à tout moment vous pourrez lui poser des questions, vous vous emmerdez beaucoup moins sur cette partie-là. Vous pouvez même rentrer assez vite. Si une personne arrive et qu'elle vous dit je sais pas pourquoi je viens en fait, tant mieux, on va aller en hypnose et puis on verra bien. J'exagère un petit peu, mais on n'a pas besoin d'avoir de la précision tout le temps. Une personne peut être floue sur certaines choses, et en particulier sur l'objectif. Elle n'a pas besoin, une personne n'accomplit pas des choses parce qu'elle a un objectif clair, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ont des objectifs très clairs et qui n'y arrivent pas, et au contraire, leur problème c'est que leur objectif est beaucoup trop clair, et il y a des personnes qui ont un objectif pas du tout clair, voire qui n'ont pas d'objectif, et qui pourtant accomplissent des choses formidables.